Mon père m'a traité de fardeau toute ma vie, mais après la lecture du testament de maman, je me suis contentée de sourire. Je suis partie et j'ai laissé les choses se dérouler. Je m'appelle Margery, j'ai 18 ans et je suis venue au monde contre toute attente imaginable. Ma mère biologique, Helen, était une banquière d'affaires à succès dans le centre-ville de Chicago, avec un plan de vie parfaitement clair qui n'incluait définitivement pas d'enfants ni de mariage. Elle a rencontré mon père Gideon lors d'un événement de réseautage d'entreprise à l'hôtel Palmer House. Ils travaillaient tous les deux dans la finance, mais dans des entreprises différentes. Elle gravissait les échelons chez Goldman Sachs, tandis qu'il gérait des portefeuilles dans une plus petite société de gestion à Naperville. Ce qui a commencé comme une conversation professionnelle banale autour d'une coupe de champagne et de saumon traiteur s'est transformé en quelque chose de plus. Ils ont commencé à se voir de manière occasionnelle. Tous deux comprenaient que ce n'était rien de sérieux. Hélène était obsédée par l'idée de devenir associée avant 30 ans, et Gideon... Eh bien, j'ai découvert plus tard que Gideon cachait un détail assez important de sa vie. Malgré toutes les précautions prises, et je dis bien toutes les précautions, je suis arrivée quand même. 3 formes différentes de contraception ont échoué, et soudain, Hélène s'est retrouvée à fixer 2 lignes roses sur un test de grossesse dans les toilettes de son bureau d'angle à 3 heures du matin. Quand elle l'a annoncé à Gideon, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de me garder. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Gideon l'a supplié de reconsidérer sa décision. Non pas parce qu'il était follement amoureux d'elle ou qu'il voulait soudainement jouer à la petite famille, mais parce qu'il était secrètement marié à une femme nommée Doris et qu'ils essayaient sans succès d'avoir des enfants depuis des années. L'accord qu'ils ont conclu était d'une simplicité brutale. Hélène me porterait jusqu'au terme et Gideon assumerait l'entière responsabilité après la naissance. Pas de garde partagée, pas de visite le week-end, pas de carte d'anniversaire, juste des paiements mensuels de pension alimentaire et une rupture nette. Hélène pourrait retourner sur sa voie vers le statut d'associée et Gideon pourrait enfin donner à Doris l'enfant qu'elle désirait si désespérément. C'est ainsi que je suis entrée dans le monde, non pas comme une fille désirée, mais comme la solution au problème de quelqu'un d'autre. Pendant les 13 premières années de ma vie, j'ai cru que Doris était ma mère biologique. Je n'avais aucune raison de penser le contraire. Elle était là pour les genoux écorchés, et les pièces de théâtre de l'école m'aidaient pour mes devoirs et préparaient mes déjeuners. Mais même enfant, je sentais que quelque chose était différent dans la façon dont je m'intégrais dans notre tableau de famille. Quand mon frère Cameron est né, leur bébé miracle, comme tout le monde l'appelait, le changement fut impossible à ignorer. Soudain, les photos de famille étaient arrangées différemment. Les traditions de vacances étaient centrées sur lui. Je suis passée du statut de personne incluse à celui de la personne derrière l'appareil photo, capturant leur moment de famille parfait, tout en observant de l'extérieur. Les messages subtils étaient en partout. Cameron a eu la plus grande chambre donnant sur le parc. J'ai eu la plus petite donnant sur la ruelle. Ses dessins allaient sur le réfrigérateur. Les miens allaient dans un tiroir. Quand la famille élargie venait nous rendre visite, ils s'extasiaient devant chaque geste de Cameron, pendant que je servais les encas et nettoyais après. Mais la vraie révélation est venue quand j'avais 13 ans, pendant ce qui aurait dû être un samedi après-midi ordinaire. Je me promenais dans Lincoln Park, en prenant des photos pour un projet scolaire, quand une femme âgée m'a approché près de l'entrée du zoo. Elle avait des cheveux argentés relevés en un chignon élégant et portait un manteau de laine couleur chameau qui criait la vieille fortune. « Excusez-moi, ma chère », dit-elle en étudiant mon visage avec attention. « Cela peut paraître étrange, mais vous ressemblez remarquablement à quelqu'un que j'ai connu autrefois. Comment vous appelez-vous ?»« Margery ?» répondis-je, me sentant soudain mal à l'aise sous son regard scrutateur. Ses yeux s'écarquillèrent. « Margery comment ?»« Margery Thompson. » La main de la femme vola à sa bouche. « Thompson. Gideon Thompson. »
J'ai hoché la tête confuse par sa réaction émotionnelle. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Je suis Margaret Wellington. Je suis votre grand-mère. Le monde a basculé. Cette femme élégante, bien habillée, clairement riche, prétendait être ma grand-mère, mais j'avais déjà des grands-parents. Les parents de Gideon vivaient en Floride et envoyaient des cartes de Noël. La mère de Doris vivait à Milwaukee et faisait un terrible gratin de thon. L'histoire de Margaret a jailli là, sur le banc du parc. Elle était la mère d'Hélène et elle me cherchait depuis ma naissance. Hélène lui avait parlé de la grossesse, mais n'avait jamais mentionné mon nom ni où j'avais atterri. Elle avait engagé des détectives privés, vérifié les registres scolaires et même parcouru des quartiers, en espérant apercevoir une enfant qui pourrait être sa petite-fille. « Votre mère ?» dit Margaret, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'a jamais cessé de penser à vous. Elle ne savait tout simplement pas comment intégrer la maternité dans la vie qu'elle s'était construite. Cet après-midi a tout changé. Margaret m'a expliqué la véritable histoire. Comment Hélène avait été déchirée entre ses ambitions de carrière et des sentiments maternels inattendus. Comment l'arrangement avec Gideon avait semblé la meilleure solution pour tout le monde. Comment elle avait regretté d'avoir renoncé à tout contact, mais s'était sentie liée par leur accord. Mais voici ce qui m'a vraiment secouée. Margaret m'a dit qu'Hélène avait contribué à un fonds en fiducie pour moi depuis le jour de ma naissance. Pas seulement la pension alimentaire ordonnée par le tribunal que Gideon recevait, mais de l'argent supplémentaire qu'elle mettait de côté pour mon avenir. Elle a toujours prévu de te contacter à tes 18 ans, a dit Margaret. Elle voulait que tu aies des choix qu'elle n'a jamais eus. J'ai commencé à passer les week-ends avec Margaret, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie désirée sans condition. Son manoir de Lincoln Park est devenu mon sanctuaire, un endroit où je n'étais pas en compétition pour l'attention ou l'affection, où mes opinions comptaient, où j'étais le centre de l'univers de quelqu'un. Quand j'ai parlé de Margaret à Gideon et Doris, leur réaction a été rapide et révélatrice. Ils ne s'y sont pas opposés. Ils n'ont pas exigé de réunion de famille, ni fixé de limites. Ils m'ont juste laissé partir. Doris semblait en fait soulagée, comme si mon absence simplifiait leur dynamique familiale. « C'est probablement mieux comme ça », a dit Gideon sans me regarder dans les yeux. « Tu seras plus heureuse là-bas. » La traduction était claire. « Nous serons plus heureux si tu es là-bas. » Ainsi, à 13 ans, j'ai essentiellement emménagé chez Margaret, ne visitant la maison des Thompson qu'occasionnellement pour les apparences. Margaret m'a inscrite à la St. Catherine's Preparatory Academy, m'a acheté une garde-robe qui m'allait vraiment, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu une chambre que je sentais être la mienne, avec un coin-fenêtre donnant sur le lac Michigan, et des murs que je pouvais décorer comme je le voulais. Mais alors que je m'installais dans cette nouvelle vie, la tragédie a frappé de la manière la plus inattendue. L'appel est arrivé un mardi matin d'octobre, alors que je me dépêchais pour mon cours d'économie avancée. La voix de Margaret tremblait alors qu'elle annonçait la nouvelle qui allait changer ma vie pour toujours. « Hélène est décédée la nuit dernière », dit-elle simplement. Crise cardiaque. Elle n'avait que 42 ans. Je n'avais jamais rencontré ma mère biologique en personne, mais le chagrin m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces années, à me demander comment elle était, à imaginer de futures retrouvailles, à espérer qu'elle veuille me connaître. Disparue en un instant. Les funérailles étaient surréalistes. J'étais assise au premier rang de la cathédrale Holy Name, à côté de Margaret, regardant des collègues et des amis pleurer une femme que j'aurais dû connaître, mais que je ne connaissais pas. Hélène ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'autres enfants. Sa vie avait été exactement ce qu'elle avait prévu, réussie, indépendante, entièrement axée sur sa carrière. Mais 3 jours plus tard, Margaret et moi étions assises dans les bureaux d'avocats de Henderson, Walsh & Associates sur la Salle Street, et j'ai appris à quel point Hélène avait pensé à moi pendant toutes ces années. « Mademoiselle Thompson », a dit l'avocat David Henderson,
en ouvrant un épais dossier en carton de couleur manille. Votre mère vous a légué l'intégralité de sa succession. Les chiffres qu'il a lus semblaient impossibles. Le portefeuille d'investissement d'Hélène valait à lui seul 8 millions de dollars. Puis il y avait son appartement de la Gold Coast, évalué à 800 000 dollars. Sa collection d'art, ses bijoux, ses comptes d'épargne, tout cela s'élevait à un peu plus de 4 millions de dollars. Mais il y avait un hic. Je ne pouvais rien toucher avant d'avoir obtenu un diplôme en commerce d'une université accréditée. Le testament était spécifique. Je devais maintenir une moyenne GPA de 3,5 ou plus, obtenir mon diplôme en 5 ans et faire preuve de responsabilité financière et de sens des affaires devant un conseil d'administration. Elle voulait s'assurer que vous ayez l'éducation et les compétences nécessaires pour gérer correctement cette richesse, a expliqué Henderson. Jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme, vous recevrez une allocation mensuelle pour vos frais de subsistance et de scolarité, mais la majeure partie de l'héritage reste en fiducie. Je suis sorti de ce bureau dans un état second. 4 millions de dollars. C'était plus d'argent que je n'avais jamais rêvé d'avoir, mais c'était assorti de conditions. Des conditions qui le garderaient hors de ma portée pendant au moins 4 ans. J'ai décidé de ne pas parler immédiatement de l'héritage à Gideon et Doris. Quelque chose me disait d'attendre de voir comment les choses se dérouleraient naturellement. Et heureusement que je l'ai fait. Le premier indice de ce qui allait arriver est apparu 3 semaines plus tard. J'étais chez Margaret, travaillant sur mes dossiers de candidature à l'université, quand Gideon a appelé. « Marjorie, nous devons parler, » dit-il. Son ton était différent, plus chaleureux, plus intéressé qu'il ne l'avait été depuis des années. « À propos de quoi ? » « Eh bien, ta belle-mère et moi avons réfléchi. Maintenant que tu as 18 ans et que tu prends des décisions concernant l'université, peut-être qu'il est temps que tu commences à contribuer davantage à la famille. » J'ai failli rire. Depuis 5 ans, je vivais principalement avec Margaret. Ils avaient montré un intérêt minimal pour ma vie, mes notes, mes projets universitaires. Mais maintenant, soudainement, ils voulaient m'en parler de contribution familiale. « Quel genre de contribution ?» demandai-je prudemment. « Cameron envisage Northwestern pour ses études de médecine. C'est cher. Nous pensions que tu pourrais peut-être aider avec ses frais de scolarité, puisque tu as accès à des ressources que nous n'avons pas. » Des ressources. C'est ce qu'il pensait. Margaret était une ressource à exploiter. « Je vais y réfléchir, » dis-je, et je raccrochai. Mais Gideon n'en avait pas fini. Au cours du mois suivant, les appels sont devenus plus fréquents, plus insistants. Ils avaient entendu des rumeurs sur la mort d'Hélène, sur des avocats, sur de l'argent. Les rumeurs de petite ville voyagent vite, surtout quand elles concernent le genre de richesse qui fait les gros titres de la section affaires du Chicago Tribune. Le point de rupture est survenu juste avant Thanksgiving. « Marjorie, nous devons avoir une conversation sérieuse, » a dit Doris, alors que j'entrais dans leur maison coloniale de Naperville, pour ce que je pensais être juste un dîner de fête. Mais Cameron n'était pas à table, et il y avait des dossiers en carton de couleur manille empilés à côté de l'assiette de Gideon. « Assieds-toi, » ordonna Gideon, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Je me suis assise, ayant soudain l'impression d'être en plein procès. « Nous sommes au courant de l'héritage, » a dit Doris sans préambule. « La succession d'Hélène, l'argent. » Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une expression neutre. « Qu'y a-t-il à ce sujet ?»« Ne joue pas l'idiote, » a sèchement répliqué Gideon. « 4 millions de dollars, Marjorie. 4 millions de dollars qui devraient soutenir cette famille. »« Pourquoi ?» demandai-je doucement. « Ce n'est pas votre argent, n'est-ce pas ?» Doris se pencha en avant agressivement. « Nous t'avons élevé pendant 13 ans, t'avons nourri, habillé, t'avons mis un toit sur la tête. Nous avons investi en toi quand Hélène t'a abandonné. » Le mot « abandonné » m'a frappé comme une gifle.
Mais je me suis forcée à rester calme. Vous voulez être remboursé pour m'avoir élevé. Nous voulons ce qui est juste, a dit Gideon. Cameron mérite la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. Northwestern, puis l'école de médecine. On parle de centaines de milliers de dollars. Pendant ce temps, tu es assise sur des millions. J'ai étudié leur visage. Le désespoir, le sentiment de droit, le calcul. Ces gens qui m'avaient traité comme un inconvénient pendant des années exigeaient maintenant que je finance l'avenir de leur enfant prodige. Je ne peux pas accéder à l'argent avant d'avoir obtenu mon diplôme universitaire, dis-je honnêtement. Alors contracte des prêts, suggéra Doris. Utilise l'héritage comme garantie. Débrouille-toi. Ou, ajouta Gideon, tu pourrais simplement nous céder la moitié maintenant, en paiement pour toutes ces années où nous t'avons soutenu. L'audace était à couper le souffle. J'ai regardé autour de moi dans la salle à manger les photos de famille qui m'incluaient à peine. Les chaussettes de Noël accrochées à la cheminée, où la mienne avait toujours été visiblement plus petite et plus miteuse que celle de Cameron. La vie qu'il s'était reconstruite et qui n'avait pas de réelle place pour moi. « Où est Cameron ?» demandai-je. « Chez sa petite amie, » dit Doris avec dédain. « Cela ne le concerne pas. » « Ça ne le concerne pas. Vous me demandez de payer pour son éducation. »« Tu nous le dois, » a dit Gideon catégoriquement. « Nous aurions pu laisser les services sociaux te prendre quand Hélène t'a déposé à notre porte. Au lieu de ça, nous avons pris nos responsabilités. Nous nous sommes sacrifiés. Sacrifiés. Comme si j'étais un fardeau qu'ils avaient héroïquement porté au lieu d'une enfant qui avait besoin d'amour et de stabilité. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je en me levant. Du temps. Doris rit amèrement. De combien de temps as-tu besoin pour faire ce qu'il faut? Je vous ferai part de ma décision après Noël, dis-je, et je me dirigeai vers la porte. Marjorie, cria Gideon derrière moi. Ne tourne pas le dos à ta famille. Mais j'étais déjà partie conduisant la Mercedes de Margaret vers la ville, ma main tremblant sur le volant. Cette nuit-là, j'ai appelé David Henderson, l'avocat d'Hélène. « Ils ne peuvent pas vous forcer à leur donner quoi que ce soit, » m'a-t-il assuré. « L'héritage est à vous avec les conditions spécifiées par Hélène. Personne d'autre n'a de droit légal dessus. Mais, et s'ils contestent le testament? Pour quel motif vous êtes la fille biologique? Le testament est blindé. Ils gaspilleraient leur argent. » Pourtant, quelque chose me disait que c'était loin d'être terminé. Je me trompais en pensant que c'était fini. En fait, le dîner de Noël n'était que la salve d'ouverture. Les appels ont commencé le lendemain du Nouvel An. Gideon exigeant des réunions. Doris laissant des messages vocaux sur les obligations familiales et le fait que les liens du sang sont plus forts que tout. Même Cameron a appelé bien que sa conversation ait été différente. « Marjorie, je suis vraiment désolée pour tout ça, » dit-il. « Je n'avais aucune idée qu'il te mettait la pression pour l'argent. Je peux obtenir des prêts étudiants pour Northwestern. Je n'ai pas besoin que tu paies pour quoi que ce soit. »« Merci de dire ça, » lui ai-je dit. « Ça compte beaucoup. »« Ils ont juste peur, » a-t-il poursuivi. « L'entreprise de papa a des difficultés et maman est stressée par l'argent, mais ça ne rend pas ça juste. » Cameron était la seule lueur d'espoir dans tout ce gâchis. Bien qu'il soit leur enfant biologique, leur élu, il avait plus d'intégrité que nos deux parents réunis. Mais Gideon et Doris n'abandonnaient pas. En février, ils se sont présentés à l'université Northwestern, où j'étais en visite en tant qu'étudiante potentielle. « Nous devons parler, » a dit Gideon me coinçant devant le bureau des admissions de l'école de commerce. « Je suis au milieu d'une visite du campus. » Ai-je protesté? « C'est plus important, » a sifflé Doris. « Nous avons été patients, mais notre patience s'épuise. » Ils m'ont traîné dans un café sur Sherman Avenue où ils m'ont exposé leur nouvelle demande.
Je devais leur donner une allocation mensuelle de 10 000 $ pendant que j'étais à l'université, puis leur céder la moitié de l'héritage à l'obtention de mon diplôme. 10 000 $ par mois. Je les ai regardés, incrédules. Ce n'est que justice, a dit Doris. Nous sommes ta famille. Nous méritons de profiter de ta bonne fortune. Ma bonne fortune. Cet argent vient d'une femme qui m'a abandonnée parce que vous l'avez convaincue de le faire. Nous t'avons sauvé d'être adopté par des étrangers. Gideon a claqué sa tasse de café, faisant se retourner les autres clients. Nous aurions pu partir, mais nous ne l'avons pas fait. Non, vous avez vu une opportunité d'avoir un enfant sans les complications d'en avoir un avec votre femme, ai-je rétorqué. Hélène n'était qu'une mère porteuse pratique. La vérité de ces mots flottait dans l'air comme de la fumée. Le visage de Gideon est devenu rouge et Doris avait l'air d'avoir été giflée. « Petite ingrate », commença Doris. « Quoi ? Qu'est-ce que je suis, Doris ? Vas-y, dis ce que tu penses vraiment. » Elle a serré les lèvres, mais le mal était fait. Je pouvais le voir dans ses yeux, tout le ressentiment. Toutes ces années à souhaiter que je n'ai jamais existé. Je me suis levée. Je ne vous donnerai pas d'argent, ni maintenant, ni jamais. Hélène m'a laissé cet héritage parce qu'elle voulait que j'aie une vie meilleure que la sienne. Je vais honorer cela. Alors tu n'es plus notre fille, a dit froidement Gideon. Je ne l'ai jamais vraiment été, n'est-ce pas? Je me suis éloignée d'eux assis dans ce café, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement libre. Mais ma liberté avait un prix que je n'avais pas anticipé. 3 mois plus tard, j'étais dans ma chambre de dortoir à l'université de Paul, en train de bûcher pour mon partiel de microéconomie, quand mon téléphone a sonné. Le nom de David Henderson est apparu sur l'écran. « Margery, nous avons un problème, » dit-il sans préambule. « Ton père et ta belle-mère ont intenté un procès pour contester le testament. » Mon manuel a glissé de mes mains. Pour quel motif? Ils prétendent qu'Hélène était mentalement incompétente quand elle a rédigé le testament et que tu as fait preuve d'irresponsabilité financière, ce qui te rend inapte à hériter. Irresponsabilité financière. Je suis étudiante à plein temps avec une moyenne GPA de 3,8. Ils ont engagé Franklin & Associates. Ils ne sont pas bon marché. Ça va être un combat. Les semaines suivantes furent un flot confus de dépositions de collecte de documents et de réunions stratégiques. Gideon et Doris s'étaient convaincus qu'ils avaient une affaire légitime. Leur avocat, un requin tiré à 4 épingles nommé Blake Franklin, m'a dépeinte comme une adolescente gâtée, déjà corrompue par la richesse. Ils ont affirmé que la décision d'Hélène de tout me laisser était la preuve de son instabilité mentale. Ils ont soutenu que mon éloignement de la famille prouvait que j'étais vindicative et indigne de confiance avec l'argent. Ils ont même suggéré que Margaret avait indûment influencé la planification successorale d'Hélène. Mais voici ce sur quoi ils n'avaient trop pas compté. Hélène avait été méticuleuse dans la documentation de ses souhaits. Henderson a produit des évaluations psychiatriques montrant qu'elle était parfaitement compétente lorsqu'elle a mis à jour son testament seulement 6 mois avant sa mort. Nous avions des témoins de moralité, mes professeurs Margaret, et même certains des collègues d'Hélène qui ont témoigné de sa prise de décision rationnelle. Le véritable tournant est survenu lorsque Cameron a témoigné à la barre. « Monsieur Thompson, » lui a demandé Franklin, « ne pensez-vous pas que vous méritez une partie de cet héritage, étant donné que votre famille a élevé Margery ?» Cameron a regardé directement Gideon et Doris, puis l'avocat. « Non, monsieur, je ne le pense pas. La mère biologique de Margery lui a laissé cet argent. Il ne nous appartient pas de le réclamer. C'est... Mais vous pourriez sûrement utiliser une aide financière pour vos études. Je préférerais contracter des prêts étudiants plutôt que de prendre de l'argent qui ne m'appartient pas. » Le visage de Doris est devenu blanc. Gideon donnait l'impression de vouloir disparaître dans son fauteuil. La juge, l'honorable Maria Rodriguez,
a délibéré moins d'1 heure. Le testament est clair, a été exécuté par un adulte compétent et reflète l'intention évidente de la défunte de pourvoir à l'avenir de sa fille biologique, a-t-elle statué. Les plaignants n'ont fourni aucune preuve crédible d'incompétence ou d'influence indue. Le procès est rejeté avec préjudice. À l'extérieur du palais de justice, Gideon et Doris avaient l'air anéantis. Tout cet argent dépensé en avocat, tout ce temps et cette énergie, et ils n'avaient rien gagné d'autre que des frais de justice et une humiliation publique. Ce n'est pas fini, a marmonné Gideon en passant devant moi, mais c'était fini, et j'étais sur le point de découvrir à quel point Hélène m'avait vraiment laissé. 2 ans ont passé depuis cette victoire au tribunal, et je suis maintenant en 3e année à DePaul, avec une double spécialisation en administration des affaires et en finance. L'héritage a grandi grâce à une gestion prudente. Il vaut maintenant près de 6 millions de dollars, et je n'ai pas touché un sou au-delà de mon allocation mensuelle. Mais la vraie surprise est venue le mois dernier, lorsque David Henderson a appelé avec une nouvelle qui aurait stupéfié Hélène elle-même. Marjorie, nous avons parcouru de vieux dossiers et nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Un coffre-fort que votre mère avait loué sous un autre nom. À l'intérieur de ce coffre se trouvaient des lettres, des dizaines écrites pour moi au fil des ans mais jamais envoyées. Hélène avait documenté ma vie de loin, collectant des coupures de journaux quand j'étais au tableau d'honneur, gardant des programmes de pièces de théâtre scolaires auxquels elle avait secrètement assisté et même engageant des détectives privés pour prendre des photos de moi à diverses étapes importantes. Ma très chère Marjorie, commençait une lettre. Aujourd'hui, tu as obtenu ton diplôme de 8e année, et j'étais là au dernier rang pleurant derrière des lunettes de soleil, alors que tu traversais cette scène. Tu étais si belle, si confiante. J'ai voulu courir vers toi et te dire à quel point je suis fière. Mais je sais que cela ne ferait que compliquer ta vie. Elle m'avait observé tout ce temps, m'aimant à distance, respectant les limites de l'accord qu'elle avait conclu avec Gideon, sans jamais cesser son rôle de mère. La dernière lettre était datée d'1 semaine seulement avant sa mort. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie, et tu te demandes probablement pourquoi je t'ai laissé autant d'argent avec autant de conditions. La vérité, c'est que j'ai réussi en affaires, parce que j'ai appris très tôt que la richesse sans la sagesse est dangereuse. Je veux que tu aies les deux. L'exigence de diplôme ne concerne pas le diplôme lui-même. Il s'agit de te donner le temps de mûrir, de comprendre le poids de la responsabilité financière, de devenir le genre de personne qui peut gérer ce don avec sagesse. Je sais que Gideon et Doris essaieront probablement de récupérer cet argent. Je sais qu'ils prétendront le mériter parce qu'ils t'ont élevé. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tu ne dois rien à personne pour le simple fait d'avoir été élevé. C'était leur obligation légale et morale lorsqu'ils ont accepté de te prendre. Cet héritage est mes excuses pour ne pas avoir eu le courage de t'élever moi-même et mon investissement dans la femme incroyable que je sais que tu deviendras. Utilise-le sagement. Utilise-le avec bonté. Mais surtout, utilise-le pour construire la vie que tu veux, pas la vie que les autres attendent de toi. Tout mon amour, Hélène. Au moment où j'écris ceci, je suis à 6 mois de l'obtention de mon diplôme. Cameron s'épanouit à Northwestern grâce à des prêts étudiants et des bourses d'études. Il s'avère qu'il m'appelle chaque semaine, et nous sommes devenus plus proches que nous ne l'avons jamais été en grandissant. Il prévoit de se spécialiser en oncologie pédiatrique, inspiré par le désir d'aider les enfants qui mènent des batailles qu'ils n'ont jamais demandées. Margaret est en bonne santé et heureuse, passant ses journées à faire du bénévolat au Chicago History Museum et à me gâter avec des dîners du dimanche élaborés dans son manoir de Lincoln Park. Et Gideon et Doris. Ils ont déménagé en Floride l'année dernière, leurs finances étant apparemment plus désastreuses que quiconque ne le réalisait. Ils ont envoyé une carte de Noël, la première communication depuis le procès, avec une brève note. « J'espère que tu vas bien. » Avec amour, papa et Doris. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'ils m'avaient fait subir.
Juste un message de vœux générique, comme si les dernières années avaient été un désaccord familial mineur plutôt qu'une bataille pour mon avenir. Mais vous savez quoi? Ça me va, parce que j'ai appris quelque chose qu'Hélène savait probablement quand elle a structuré cet héritage comme elle l'a fait. La meilleure vengeance n'est pas la colère, l'amertume ou la rancune. La meilleure vengeance est de se construire une vie si pleine, si riche et si pleine de sens que les personnes qui ont essayé de vous rabaisser deviennent sans importance pour votre bonheur. Je lance ma propre société d'investissement après l'obtention de mon diplôme Wellington Capital en l'honneur de Margaret. Je vais aider d'autres jeunes femmes à bâtir leur richesse et leur indépendance. Et un jour, quand j'aurai mes propres enfants, je m'assurerai qu'ils sachent qu'ils sont désirés non pas pour ce qu'ils peuvent apporter, mais simplement pour qui ils sont. Hélène avait raison sur une chose. La richesse sans la sagesse est dangereuse. Mais la sagesse associée à un but, c'est le genre d'héritage qui peut changer des générations. Mon père m'a traité de fardeau toute ma vie. Mais à la fin, je suis devenue la bénédiction de quelqu'un d'autre, et la mienne. Et ce sourire que j'arborais en sortant du bureau de l'avocat après la lecture du testament, il est toujours là plus grand et plus éclatant que jamais.